Alors bonjour à vous toutes et tous. Ben oui, c'est toujours la même formule. Bon, alors vous êtes toutes et tous là virtuellement pour moi là maintenant à l'instant, et puis en même temps, ben, on sera peut-être nombreux au moment où on regardera ce replay. Leçon un peu particulière parce que ben voilà, l'informatique c'est génial, mais de temps en temps il y a des gros crashs et c'est ce qui s'est produit. Jeudi passé, ben voilà, on a fait la leçon pour le groupe apprentissage de la lecture. Et au moment de vouloir éditer la vidéo, tout a disparu, tout n'était plus là. Voilà, impermanence quand tu nous tiens. Donc du coup, ben, je vous refais une leçon, rien que pour vous. Et puis du coup, c'est pas mal parce que ça me permet de reprendre, là, vous voyez à l'écran, ça me permet de reprendre cette fameuse feuille d'exercice dont on a parlé à la fin de la leçon. Alors bien sûr que si vous n'étiez pas là, vous vous en êtes pas rendu compte, donc voilà. Parce que l'idée c'était, ok, on a passé la leçon à faire un peu comme on fait d'habitude, c'est-à-dire faire de la lecture, d'une part, de l'épellation, en rappelant l'importance énorme qu'il y a à bien lire, et c'est pas juste bien lire pour bien lire, c'est simplement bien lire pour pouvoir ensuite rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire faire de l'analyse de texte, sans que ce soit trop laborieux, c'est-à-dire sans qu'on se demande, ah tiens, ça se prononce comment, etc. Donc, on sent la nécessité de faire l'exercice. En même temps, le très bon signe, c'est que ça avance. Vraiment, il y a des progrès qui se font, vraiment notables. Donc, bravo pour vous toutes et tous qui vous entraînez. Donc, c'est une vraiment bonne chose. Donc voilà, on a passé une partie de la leçon à faire ça, puis ensuite on est reparti dans l'analyse avec un exercice qu'on fait assez souvent, c'est-à-dire avec mon pointeur, je pointe comme ça, je demande stop, de dire stop quand on tombe sur une particule. Parce que, évidemment, vous avez compris la méthode, on se sert de la lecture aisée pour pouvoir ensuite repérer les points clés. Ben, repérer, c'est parce qu'évidemment, on est tout le temps dans cette histoire-là. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a repéré les particules, ça nous donne des bornes. Si par exemple, je vous prends la première ligne, on prenait du temps un peu pour regarder ça et c'était intéressant. Admettons que je prenne la première ligne, vous voyez, ici, je peux même zoomer un peu, juste pour qu'on voit bien ce que je veux vous montrer. Attendez, un peu mieux, voilà, comme ça. Et là, on voit sur la première ligne, on voit ici téné, on voit une particule, puis ensuite pas une autre particule. Alors ça, c'est typique. Si on a repéré les particules, eh bien, ça nous donne, ça ne veut pas dire qu'on a compris le mot. Évidemment, le mot, c'est ça. Alors ça, on l'a peut-être pas. Celui-là non plus. Et on voit qu'un mot peut être un mot composé, c'est-à-dire un mot composé d'une syllabe, d'une particule, d'une syllabe, d'une particule. Le tout donnant un mot. C'est ce qu'on appelle un groupe de mots. Alors ok. Mais il y a des particules qui nous indiquent très clairement la fin de la séquence d'avant, c'est-à-dire la fin du mot ou du groupe de mots. C'est typique dans ce qu'on voit ici. Donc là, je vais faire comme ça. Là, on a ce mot ici, d'accord? Et puis on voit très bien qu'on peut l'isoler. Et pourquoi on peut l'isoler? On peut l'isoler parce que, en fait, on voit ici une particule. Hein, Nasane, c'est une particule. Et c'est une particule qui indique une provenance, une origine. Donc, alors après, par habitude, bien sûr. Par habitude, on sait que cette particule, elle va marquer forcément la fin de quelque chose. C'est comme si vous dites depuis Paris. Paris naît. Hein, ou depuis Genève. Genève naît. Donc depuis Genève. Donc par exemple, il vient depuis Genève. Genève naît Yongidu. Il vient depuis Genève. Admettons. Mais donc le naît, pour vous, ben, ça marque clairement le fait que ce qui précède le nez, ici, ce qui précède le nez, alors ça peut être ici une syllabe. Attention, le tibétain est une langue monosyllabique, c'est-à-dire une syllabe ou un groupe de syllabes, toujours possible en tibétain, hein, on agglomère différentes syllabes pour créer un mot. Ben, quoi qu'il en soit, ce nez va marquer un mot ou un groupe de mots, c'est-à-dire un groupe de syllabes, et il va marquer la totalité de ce qui précède. C'est-à-dire qu'on saura que ce qui précède forcément va indiquer d'une manière ou d'une autre l'origine ou un lieu de provenance ou quelque chose comme ça. C'est pour ça que le nez, par exemple, on va parler de cela comme étant Chungkung Kida. Chungkung, ça veut dire la source. Da, ça veut dire le son. Donc le son qui indique la source, l'origine.
Donc voilà, c'est clair que en faisant notre petit exercice de repère, bah, ça va faire que on va éviter de se retrouver dans cette situation. Et la situation au départ, bah, c'est ça. C'est-à-dire que on a, hop, on a notre affaire ici. Attendez voir, là j'ai enlevé la marque ici. Donc je vais même la faire mieux que ça. Allez, hop, voilà. Donc on a enlevé nos marques, c'est-à-dire les traits bleus. Et donc, moi je me retrouve avec, on pourrait dire, comme un tas de syllabes. Donc il faut que je fasse le tri. Et donc, pour faire le tri, vraiment, je vais m'appuyer sur la présence de ces particules. Donc, c'est super important. Donc, ce qu'on va faire, ce que j'en profite là du fait que je dois refaire la leçon, parce que la première n'a pas marché, hein, comme je vous le racontais. Donc, j'en profite pour reprendre cette partie. On l'avait vu à la fin de la leçon, un peu en guise de résumé de la leçon. Donc, je vais m'en servir de cette manière-là, c'est-à-dire en guise de résumé, pour vous donner des éléments, de la travailler quand même, si vous n'étiez pas là jeudi. Euh, et c'est vraiment, ça vaut la peine. Et donc, voilà, bah, tout simplement. Et ce que je vous propose de faire, c'est que d'abord, je vais la lire. Donc, les plaies, d'abord, les plaies. Ensuite, la lire. Je vais le faire phrase par phrase. Et vous allez vraiment vous en servir. Alors, pour autant que l'exercice vous intéresse, mais vous êtes gagnant, hein. Si vous faites l'exercice, vous allez progresser. Donc, si vous ne le faites pas, vous ne progresserez pas. Ça, c'est sûr, croyez-en mon expérience. Moi, j'ai vu des gens pendant des années ne voulant pas faire d'épellation, ils n'ont jamais su lire. Ou en tout cas, jamais su bien lire. Donc, profitez-en. Vous pourrez donc reprendre cette partie. Là, c'est quoi? C'est environ, voilà, on va dire 7 minutes à partir du début. Donc, 7-8 minutes à partir du début, vous allez pouvoir vous dire, OK, je réécoute donc cette partie pour bien apprendre l'épellation. OK? Donc, pour que l'exercice soit intéressant, moi je le fais, mais vous le faites. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, vous êtes en train, derrière votre écran, avec moi, d'épeler chaque syllabe. OK? Donc, on y va. Je mets mon pointeur. Voilà, j'ai mon pointeur. Et à partir de là, je pointe chaque syllabe en l'épelant. Ensuite, je lis la phrase entière. Mais d'abord, je l'épelle. Ta dembu te, nasa ne. Tsadembu, tse. Attention, les expirés sont des expirés, ou aspirés, on dit en français, je crois. Tsa, c'est pas tsa, c'est tsa. Tsadembu, tse. Tanga, tang. Attention, c'est une expirée bas. Tanga, tang. La, ta, ta, da, na, den. Attention, le ta devient da, parce qu'il y a une suffixe dessus. La, ta, ta, da, na, den. Pa, sha, sha. Ragigu, riagigu, i. Pashapku, pusa, pu. Payata, changa, chang. Chashapku, chuba, chup. Sadembu, se, ma, sa, sem. Tao, pa, pa. Voilà pour la première ligne, ok? Bon, c'est pas trop compliqué. Bon, il y a un peu de vitesse, mais peut-être, bon, ça, c'est fait un peu exprès. C'est-à-dire, il y a deux choses. Il y a un peu la vitesse, il y a le rythme, surtout. Et pourquoi? Bah parce que ça vous force, et on l'a vu la dernière fois ensemble, et là j'en profite pour vraiment le redire, ça vous force à, comment dire, vous switchez un peu le cerveau analytique et vous passez à l'expérience de l'individu que nous sommes, confrontés à l'émotion aussi. Et c'est intéressant. Pourquoi? Parce que ça veut dire que ça court-circuite ce côté où on va, analytique, où on va forcément vouloir réfléchir. On se dit, attends, là c'est quoi? Là, ta, ta, da, na, ah ouais, den. C'est très bien. C'est très bien, mais ça, c'est la première étape. C'est la première étape quand vraiment on apprend. Simplement, parfois, on passe jamais cette étape-là. Et donc, il nous faut des exercices pour nous aider à passer cette étape. Et comment on va passer cette étape? Avec le rythme. Euh, une des élèves, une des participantes, disait très justement qu'elle s'est entraînée, elle a fait énormément de progrès, elle s'est entraînée avec un métronome. Super. Pourquoi? Parce que dans ce cas-là, il y a quelque chose qui vous pousse et vous êtes obligé non pas de vous raccrocher pour vous sécuriser à l'aspect analytique, qu'on utilise bien sûr beaucoup, vous êtes obligé d'aller de l'avant. Donc d'essayer de donner la solution en suivant le rythme.
Et ça va entraîner une autre aptitude qu'on peut avoir, qui est une attitude réflexe, beaucoup plus sensible à l'égard de la langue. Je mentionnais, et je le rappelle, cet exercice qu'on aura peut-être tous fait, où on voit un texte en français avec les lettres qui sont soit décalées, donc pas à la bonne place, soit à l'envers, et pourtant on arrive à lire. Pourquoi on arrive à lire? Parce que notre rapport au mot est un rapport quasiment, entre guillemets, instinctif. Il y a pas, c'est pas une question d'instinct, c'est une question d'apprentissage, évidemment, mais on a appris à capter le mot pour ce qu'il nous dit. On voit le mot, immédiatement on peut le réciter. On peut le lire, en fait. En tibétain, c'est pareil. Au bout d'un moment, on voit ça, puis on se dit, ah bah ça c'est den. On n'a pas besoin d'analyser pourquoi c'est den. On le fait au début, encore une fois, il n'y a pas de mal à ça. Mais à un moment donné, c'est bien de dépasser cette histoire, et puis justement de trouver un certain automatisme dans notre manière de lire. C'est d'où l'idée du rythme. Ok. Maintenant, je lis et je lis pareil, c'est-à-dire avec un rythme pour faire que les yeux soient déjà en train de lire la syllabe d'après alors qu'ils sont encore occupés à lire la première. On y va. Ta dem. Ah non, ça c'est encore l'appellation. Te ne tse tang den pa sha ri pu chong chup sem pa. Ok? Bon, de nouveau, un peu rapide, mais vous réécoutez et vous essayez. Voilà. Ensuite, deuxième ligne. Sa dembu sema sa sem. Tao pa pa. Cha dembu chena chen. Pa na ro po. Pa yata cha ma sa cham. Pa la. Ao tagigu di. Sakata kada ke. Cha dembu che sa che. Samata marata masa me. Sanaro so. Ok? Donc, lecture maintenant. Sempa chenpo champa la di ke che me so. Ok? Troisième ligne. Payata cha masa cham. Pa ta dembu tenga teng. Ao tagigu dira dir. Ta da, hein, le ta qui devient da à cause du préfixe. Ao tagigu dira dir. Pao chanaro choma chom. La tata dana den. Ao tasa de. Kayata kyagigu kisa ki. Sa. Lasha kulu agigu i. La chata janga jang. Pa la. Voilà. Lecture maintenant. Jam pa teng dir. Chom den de ki. Salut jang pa la. Vous remarquerez peut-être, vous l'avez repéré, je tâche quand même de lire en prose. C'est-à-dire que quand tout à coup il y a un génitif qui relie deux éléments dans une phrase, eh bien, je vais faire la liaison, c'est-à-dire faire comprendre qu'il y a un groupe de mots. Et quand il y a ici un ergatif instrumental, dans ce cas-là, je fais une micro-pause pour comprendre qu'on est à la fin d'un segment. Troisième ligne. Kao sagegu sika sa sik nasa ne. Tao kadembu ge. Attention, le ka devient ga. Tao kadembu ge. Salata lanaro lo nga long. Ranata na masa nam. La. Mao tanaro do. Ao tagigu di. Kao sa shapyu su nga sa sung. Sanaro so. Tao kadembu ge. Ok? Voilà. Donc maintenant lecture. Pareil. Sik ne ge long nam la. Ah, mais ça va pas. Parce que vous voyez pas là. Ah, mes pauvres. J'avais pas vu qu'on voyait pas avec ma vignette là. Donc là, au début, c'était Kao sa gigu si ka sa sik na sa ne. Tao kadembu ge. Voilà, désolé. Sik ne ge long nam la.
do, di, sun, so. Ge. Bon, ge, voilà, ça va avec la phrase d'après. Donc, phrase d'après, je lis, quoi, j'appelle d'abord. Salata lana rolo nga long. Taga tak. Sa shapkyusu sa su. Ratatata dembu ten a ten. Cha gigu ching a ching. Ao parata ja dembu del a del. Attention, le pa devient ba. Ao parata ja dembu del a del. À cause du préfixe de nouveau, hein. Quand il y a un préfixe, en général, les lettres de la troisième colonne dans le tableau de l'alphabet deviennent en général ka, ga, ta, da, pa, ba, cha, cha, etc. Para, par, ao, payata, cha, shapku, junga, jung, wa. Pareil ici. Mao, ta, naro, tonga, tong. Attention, le ta est expiré. Hein, donc o, en plus o. Mao, ta, naro, tonga, tong, wa. Tadembu tesa te, chanaro chosa che, et puis on finit la fin. Mao tanaro tonga ton, nganarongo. Donc, lecture de tout ça. Long, donc là ça va. Ge long, parce que les ge long c'est les bichou. Hein. Ge long ta, su ten chik del par jung wa. Ton, wa, te, che, ton, mo. Voilà. Alors avant Ah bah vous n'avez pas vu, mais désolé, j'avais pas vu non plus ici, bien sûr. Salata, lanaro, longa, long, taga, tak, sa, shapkyusu. Puis ensuite, en dessous, mao, tanaro, tonga, tong, nganaro, mo. Donc, ge, long, ta, su, ten, chik, del, war, jung, wa, tong, wa, te, che, tong, mo. Alors une chose, j'en profite parce que là finalement, voilà, c'est le contexte est un peu différent et je me dis mais ben c'est clair qu'il faut aussi parler de l'importance de cet extrait parce que en fait, on pourrait dire jusqu'à, je crois, avant-dernière leçon, il me semble, ou peut-être, ouais, je crois, on a vu le premier extrait de ce sutra. Et le premier extrait de ce sutra, comme en général les sutras, c'est une mise en place du théâtre, de l'opération, c'est-à-dire la situation, qui va parler, où nous sommes, etc. Et ça se terminait sur le fait que, ben voilà, on a un bodhisattva qui va sur une pierre plate, là, sur la pierre plate, où se trouve le Bouddha, en gros. Et ensuite, donc, on arrive à cet extrait, le deuxième, et là, il va y avoir quelque chose de super important, parce qu'en fait, le Bouddha va énoncer le cœur, en quelque sorte, du sutra. Et le cœur du sutra, c'est à la fin de l'extrait. On en parlera, je vous en parlerai. Parce que ça va quand même vous donner un peu de... Voilà, ça va mettre un peu de chair autour du squelette. Parce que c'est bien de faire de l'analyse, il n'y a pas de doute, c'est super, mais on fait de l'analyse pour comprendre quand même un texte. Hein. Alors, on peut faire de l'analyse pour comprendre un texte de pratique, comme celui de Chenrezig, on a raison. D'ailleurs, il y a tout un cours qui existe, bien sûr, sur ma chaîne, là, vous pouvez y accéder, hein, pour faire un travail d'analyse du texte de Chenrezig. Ok, on l'a fait. Mais ce travail d'analyse vous permet aussi de comprendre un sutra. Il y a des sutras qu'on récite tous les jours. Le Sheram Nyingpo, on l'a aussi fait. Là, collectivement, un cours là-dessus qui est aussi accessible. Mais là, on attaque un autre sutra, le sutra de la pousse de riz, qui est un sutra qui va pointer quelque chose de fondamental, c'est la coproduction conditionnée. C'est-à-dire comment vont jouer ensemble toutes les causes et les conditions qui font que se manifestent les phénomènes. Et ce qu'il faut comprendre, et ça c'est vraiment important, c'est quand on comprend comment s'organise, s'agence cette coproduction conditionnée, alors on comprend comment se manifestent les phénomènes, mais surtout on comprend aussi que les phénomènes sont libres d'existence propre. Car je crois que c'est Nagarjuna qui nous dit, qui connaît la coproduction conditionnée comprend le sens de la vacuité. Donc pour dire combien c'est important.
Et en fait, dans cet extrait de texte, le Bouddha énonce le cœur du sutra qui arrive à la fin, on y viendra, et il nous dit, ben voilà, en fait, quand on comprend ça, on comprend le sens du Dharma. Ok, ça c'est teasing un peu, mais c'est pour nous rappeler qu'on fait de l'analyse, oui, mais quand même pour une bonne raison. C'est-à-dire pour pouvoir idéalement accéder aux textes d'origine, on pourrait dire, dans leur source, c'est quand même un plaisir immense, il n'y a pas de doute. Ok, donc là vous voyez à l'écran, vous avez ces points roses et qui nous marquent la présence des particules. Alors ce que je vais faire, c'est vous faire une petite présentation de ces particules. En vous rappelant bien que le but du jeu, c'est vraiment pas de tout savoir. Ça va pas être possible. Ce qu'on a vu ensemble, surtout, c'est trois particules qui sont hyper importantes. C'est le génitif, ça c'est important, c'est le delta, ça met les choses ensemble, ça fait le lien, d'une part, delta. Après, il y a une autre particule qui est très importante, c'est ce qu'on appelle le datif locatif, ou le ladon, excusez-moi, ladon, qui va marquer le lieu d'incidence ou le bénéficiaire. Ça, si vous soutenez le cours, vous avez les supports. Hein, vous pouvez repartir dans les supports ou sur les liens que vous avez pour creuser la question des particules, pour avoir plus d'éléments théoriques. Mais en gros, c'est ça. De toute façon, on va voir ensemble. Donc, l'atone, donc qui marque le lieu d'incidence, le bénéficiaire, par exemple. Et puis, vous avez un troisième groupe de particules hyper important. C'est, alors génitif j'ai dit, la donne j'ai dit, c'est l'ergatif instrumental. C'est-à-dire que c'est une particule qui nous dit qui fait l'action dans une phrase. Pourquoi ces trois particules super importantes, les autres le sont aussi bien sûr, mais parce que dans une phrase, ben, par exemple, il donne une pomme à Robert ou à Tachi, eh bien on a un acteur, il, on a un objet, la pomme, et l'acteur forcément dirige son action vers quelque part. Et en l'occurrence, c'est vers quelqu'un, c'est Tachi ou Robert ou qui que ce soit ou Simone. Donc voilà, donc c'est clair qu'on a besoin de ces trois particules. Et d'autant plus si on dit il donne sa pomme, hein, je peux même vous faire une petite note là, juste que vous compreniez bien cette affaire-là. L'idée est simple, hein, vous allez voir. On a un acteur ici, on a une pomme ici, ok, et puis on a un bénéficiaire ici. C'est très simple. Donc l'acteur, il fournit une action qui concerne cet objet, et cet objet, il va vers un bénéficiaire. Jusque-là, on comprend, c'est très simple. Simplement, on peut aussi considérer que, eh bien, c'est ma pomme qui est donnée, alors il faudra exprimer donnée, à un bénéficiaire. Et on a un autre bénéficiaire à la fin. Ce qui fait qu'en fait, ces trois particules, voilà, on les a tout le temps. Et une autre chose qu'on a vue, mais que je vous rappelle, j'en profite, et qui est vraiment importante, c'est que quand on parle des particules, on est toujours avec l'idée d'un élément de base. Ok, très bien. Et cet élément de base, eh bien, on lui rajoute, hop, attendez, voilà, je vais y arriver, on lui rajoute donc des particules, et une particule, par exemple, un génitif, voilà, classique, hein, agégoui. Attention, le génitif est morphologiquement variable. C'est-à-dire qu'il peut avoir 5 formes. Eh ouais, c'est un peu retors. Mais ça veut dire que dans un texte, il faut prendre l'habitude de se dire ah oui, c'est un génitif. Ah oui, c'est un génitif. C'est vrai, je ne l'avais pas reconnu. Ben moi, je ne l'avais pas reconnu parce qu'il se camoufle, lui. Donc, il prend des formes différentes. Alors voilà, génitif. On a un ergatif instrumental, on va dire. Hop, tac, tac, tac. Et puis, avec la lettre SA à la fin. Et puis, on va avoir un laten. Voilà, hop. Et ce qui est intéressant avec ce petit schéma tout simple et que vous pouvez aisément comprendre, c'est que la valeur de ça, c'est-à-dire ça, notre élément de base, notre élément, eh bien, va se transformer par le pouvoir des particules. On l'a déjà vu beaucoup, hein, ça, mais je le rappelle parce que c'est tellement important. Et c'est tellement différent de notre langue. Pourquoi? Parce que cet élément-là, il est neutre. D'accord? C'est complètement neutre. Donc si vous dites, par exemple, ici, on va dire que c'est je. Hein, on va lui dire, allez, hop, on va lui mettre je. Hop, c'est un je ici. Très bien, c'est un je. Ah ben non, c'était pas ce qu'il fallait faire. Pourtant. Ah ben non, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Eh ben, c'était pas ce que je voulais faire. Voilà, donc ici, un je.
Ok, on a un je. Très bien, on a un je. Donc ça veut dire que ce je, si on lui rajoute, hop, je mets en rouge, ça ira mieux. Si on lui rajoute un génitif, ça veut dire, euh, on peut le traduire par deux, la pomme de moi, hein, ma pomme. Donc si je veux exprimer ma pomme, ça veut dire que dans ce cas-là, le je devient un propriétaire. Logique. Grâce au génitif. Si on utilise un ergatif instrumental, c'est-à-dire qu'une marque d'action, bah, ça veut dire que je deviens un acteur. C'est je mange la pomme. Je change pas en tibétain. On dira nge, on dira nga ki. Bon, c'est pas tout à fait juste grammaticalement du point de vue de l'orthographe. Bon, ça, c'est pas grave. On dit nge, on dit nga ki ou nge. Bon, ça, c'est des détails. Et puis, si on dit nga la, ben nga la, là, ça veut dire que nga devient le bénéficiaire. Donc le bénéficiaire, ça veut dire que c'est quelqu'un qui va vous donner la pomme, c'est pas vous qui allez donner la pomme. Donc en fait, ben voilà, c'est soit vous êtes un acteur, vous dirigez une action vers quelqu'un, soit vous devenez le bénéficiaire, et dans ce cas-là, ça veut dire que l'action vient vers vous. Voilà, on pourrait dire si on prend, on fait un autre schéma très simple, on pourrait dire que vous avez, ben voilà, vous avez la lettre. Voilà, ça c'est nga, hein, c'est je. Donc vous aurez ensuite soit une action dirigée vers vous, ça veut dire que vous êtes un bénéficiaire, soit eh ben, vous prenez cet aspect-là, et puis, bah non, ça va être trop compliqué ce que je suis en train de faire. Vous prenez cet aspect-là, et puis vous le mettez dans l'autre sens, c'est-à-dire que vous êtes un acteur. Et donc ça veut dire que l'énergie produite pour l'action, elle est dirigée vers quelqu'un. Donc voilà, ça c'est la magie des particules. Pourquoi la magie des particules? Parce que grâce à quelques particules, vous changez la fonction, ou plutôt le rôle, on pourrait dire, des éléments qu'elles marquent. Donc c'est vraiment des marqueurs. C'est vraiment comme une étiquette. Vous avez mis l'étiquette de l'acteur, vous avez mis l'étiquette du bénéficiaire, etc. C'est toujours le même principe. Donc voilà, maintenant par rapport à notre extrait de texte. Donc ça me permet de vous présenter ces particules. Après, pourquoi je vous le fais? Alors je le fais pour plusieurs raisons. D'abord pour vraiment vous expliquer ces particules qui sont tellement importantes en tibétain, d'une part. D'autre part, pour vous donner des moyens de trouver des repères dans un texte, ça c'est clair. Et puis ensuite, troisième raison, c'est pour que une fois que vous avez fait ce travail de repérage, quand vous lisez le texte, c'est là où on en revient avec la lecture fluide, mais quand vous lisez le texte, ça veut dire que vous avez déjà une conscience des particules, de leur présence, et ça peut rythmer votre lecture. Et puis évidemment, quand vous passez à l'analyse, ben, quand vous comprenez le sens des particules, même si vous n'avez pas totalement identifié le mot ou le groupe de mots qu'elle marque, ça c'est possible évidemment, mais n'empêche que vous aurez en tout cas compris le rôle qui est plus ou moins attendu du mot ou du groupe de mots qu'elle marque. C'est bien de savoir que ça c'est l'acteur par exemple, même ok, même si on ne sait pas exactement encore qui est l'acteur, est-ce qu'on l'a bien identifié, ok, mais on sait que c'est un acteur. On ne peut pas se tromper parce que les particules, alors bien sûr, des fois, parfois il peut y avoir des situations un peu subtiles où on peut douter. Ouais, ça arrive. Mais quand même, il y a beaucoup de certitudes au niveau des particules, heureusement. Donc ça veut dire que ça, on est sûr que c'est un acteur. Ça, on est sûr que c'est un bénéficiaire parce que il y a le latin qui marque. Voilà, bon. Donc on a des points de repère très clairs. Donc on peut se servir de ces points de repère et au moins on a déjà, on va dire, on sécurise un peu nos pas quand on avance dans ce pays un peu inconnu qui est un texte tibétain où toutes les syllabes ont l'air de parler entre elles. Donc voilà. Ok? Donc là maintenant, eh ben, voilà, bien sûr que je ne peux pas faire l'exercice où vous lisez, parce que bon, là, vous êtes virtuellement présent et même en même temps réellement présent au moment où vous êtes en train d'écouter ce que je vous raconte. Mais ce que je vais simplement faire, c'est que je vais prendre un marqueur ici, voilà, un petit trait, et je vous mets un trait à la fin des segments pour comprendre un peu. Donc, le premier trait, je le pose là. Je le pose là parce que téné. Voilà. Alors ça, c'est pas encore une particule qu'on doit connaître absolument. Par contre, et j'ai eu souvent l'occasion de vous le dire, c'est bien d'avoir des mots-clés. Les mots-clés, ça veut dire les mots favoris, en fait,
qui vont nous servir tout le temps. Et tene, ça veut dire et puis, ensuite, alors. Et en tibétain, on est sans arrêt en train de dire tene, 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 etc. Donc, tene, ça marque, bon, c'est et puis, virgule, gna 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 gna. Donc, forcément, ça marque un début. Et le tene fait forcément référence à ce qui a été dit avant. Premier extrait de texte. Donc, en fonction de ça, ou en conséquence, il y a la suite. Donc, tene, ça marque forcément la suite. Et logiquement, vous retrouvez notre fameuse particule qui indique la provenance, l'origine. Donc, la provenance, l'origine, ça veut dire que en fonction de ce lieu de provenance, on pourrait dire ce qui a été énoncé, qui est l'origine de ce qui va suivre. C'est ça le principe, tout simplement. Ensuite, vous avez Tse Tang Denpa. Tse Tang Denpa. Tse Tang Denpa, c'est vénérable en tibétain, et vous voyez qu'il est composé. On a, alors là, une particule quand même hyper importante pour nous, c'est la particule Tang. Tang à Tang. C'est E. Alors quand vous avez ça, alors vous êtes sûr en tout cas d'un truc, c'est que vous êtes sûr qu'il y a un élément avant et un élément après, évidemment. Mais vous êtes sûr aussi qu'on dit pomme et poire. Voilà, donc là vous êtes en train de dire pomme et poire. Il se trouve que c'est pas pomme et que c'est pas poire, mais le principe c'est le même. C'est-à-dire ici vous dites la vie et puis qui possède, et en fait Tse Tangdenpa, ça veut dire le vénérable. Alors maintenant, pourquoi à partir de la vie, de la vitalité, on arrive au sens de vénérable? Ça, faudrait que je gratte. Je sais simplement que Tse Tangdenpa, c'est vraiment la marque d'excellence, donc vraiment vénérable. En l'occurrence, on dit le vénérable qui? Le vénérable Shariputra. Sharipu. Et là, attention. Attention, parce qu'à la fin de Sharipu, il y a pu. C'est-à-dire, il y a ici une particule. Alors, complexe pour nous, parce que tiens, c'est une particule bizarre, pas chez Poupou, ça pue, pourquoi donc? Alors là, elle n'a pas tellement le choix. C'est-à-dire, d'abord, il faudra apprendre à un moment donné le vocabulaire quand même. Donc, Shari Pou, c'est le fils de Shari. Puis ensuite, pourquoi Shari Pou avec un ça derrière? Parce que, et là, la règle finalement est assez simple. Bon, il faudra peut-être réécouter pour que vous puissiez imprimer tout ça, hein, mais la règle est assez simple, c'est-à-dire que quand on a une syllabe qui tient par elle-même, c'est-à-dire pas chapiupou, il n'y a rien derrière, vous n'avez pas de suffixe, c'est ce qu'on appelle une syllabe tamé, c'est-à-dire rien derrière, il n'y a pas de bord, en fait, tout simplement. Dans ce cas-là, l'ergatif instrumental, ou le génitif, c'est un peu pareil, eh bien, parce qu'il est morphologiquement variable, on va prendre cette forme-là du génitif, cette forme-là de l'ergatif instrumental, et on va le coller direct à la syllabe. C'est pour ça que pas charipou, ça devient charipu. Pourquoi? Parce que, voilà, on aurait pu dire charipou qui, qui, c'est une autre forme, c'est la forme, ça, c'est aussi la forme de l'ergatif instrumental, ça, tout à fait. Mais on n'utilise pas cette forme-là, on utilise cette forme-là. Parce que, orthographiquement parlant, c'est beaucoup plus juste. Parce que le pa-chapiupou n'a pas de suffixe. C'est ça l'idée. Ah bon, là, je dis pas que c'est tout clair pour vous dans votre tête. Ça, peut-être, tant mieux. Et puis, si c'est pas le cas, c'est pas grave du tout. On a le temps de se familiariser avec tout ça. Et on va se familiariser avec tout ça. Donc, ça va le faire. Il n'y a pas de problème. Donc, tene tse tangdenpa, sharipu. Ok, sharipu. Ensuite, donc, changchup sempa. Poum. Là, on a la fin de notre segment, il est ici. Changchup sempa. Non, là, Changchup sempa. Changchup sempa, c'est les bodhisattvas. Alors, bodhisattva, alors, à la fois, on peut analyser le mot, bien sûr, c'est-à-dire qu'on peut dire que Changchup, l'éveil, sem, sem, c'est sattva. Sattva, sem, c'est l'être, en fait, ou l'esprit, dans certains cas, mais en l'occurrence, l'être. Et ensuite, pa pour pao. Pao, c'est la bravoure, le courage. Donc, c'est ou le brave, ou les braves. Donc, c'est les braves, les êtres braves qui aspirent à l'éveil. Changchup Sempa.
Ça, c'est le sens. Maintenant, Chongchup Sempa, alors, d'autant plus si vous êtes impliqué dans la pratique du Vajrayana, je le suppose, sinon ce serait, bon, on peut vouloir étudier le tibétain pour d'autres raisons, mais disons, il y a de fortes chances. Donc, en tout cas, vous avez un lien avec ça. Donc, évidemment, vous avez déjà entendu parler des Changchup Sempa, figure centrale du Mahayana, du grand véhicule. Donc, ça, c'est un mot hyper clé. C'est-à-dire que vous devez l'apprendre par cœur. Les mots clés, c'est les mots qu'on apprend par cœur, c'est les mots qu'on met dans sa petite besace, à tous à outils, qu'on sort quand on en a besoin. Changchup Sempa, Bodhisattva. Ensuite, on continue. On a Sempa Chenpo. Hop, un autre mot. Sempa Chenpo. Là, on a une particule. Vous voyez, on a la particule. Donc, ça, c'est un nominalisateur. Pour l'instant, ça ne fait pas partie des 3 particules qu'on doit connaître. Je vous les rappelle. Ergatif, instrumental, génitif et génitif et génitif. Ergatif, instrumental, génitif et latent, c'est-à-dire le datif locatif. Ça, c'est les 3 qu'on doit connaître. Panaropo, c'est un nominalisateur. Bien sûr qu'on doit le connaître. Mais disons, il est simple. Ça veut dire qu'on nominalise ce qu'il y a avant. C'est-à-dire, vous avez Sempa Chen. Sempa Chenpo, c'est le grand Mahasattva. Sempa Chenpo, c'est en sanskrit Mahasattva, le grand Bodhisattva, la grande âme, d'une certaine manière. Ensuite, vous avez, alors là, c'est super intéressant. Vous avez, quoi, tout est intéressant, mais vous avez Champala et vous avez 2 particules. Là, vous avez un nominalisateur, parce que Champa, c'est Maitreya. Bon, là, il faut le savoir, hein, sinon... Cham, c'est l'amour. Donc, Champa, c'est celui qui a de l'amour. Hein, c'est celui de l'amour. Hein, Champa. Bon, voilà, c'est une nominalisation de base. Puis, vous avez votre fameux la. Et le la, ça fait partie de ces 3 particules qu'on doit connaître. C'est-à-dire, c'est le laten, qui marque le bénéficiaire. Donc, quand vous avez Champa la, ou le lieu d'incidence, hein, là où ça se passe, Champala, ça veut dire que c'est à Maitreya. Quand vous savez Maitreya, il y a quelque chose qui est fait vers Maitreya, pour Maitreya, en direction de Maitreya, quelle que soit la manière dont vous le dites. Mais vous savez qu'il y a une action où il y a quelque chose qui va aller en direction de Maitreya. Vous ne savez pas encore quoi, mais vous savez que c'est vers Maitreya. Et puis ensuite, donc on continue. Dikeche meso. Hein, Dikeche. Toute cette analyse, vous la retrouvez dans le support PDF, hein, bien sûr. Hein, il y a toute l'analyse. Mais là, je vous la fais oralement. Dikeche, alors Dikeche, ça veut dire cette parole. Ça, vous verrez dans le détail, hein, parce que sinon, je ne terminerai jamais. Donc, ça, c'est cette parole. Di, ça veut dire cette. Hein. Di ke, c'est la parole, cette parole. Che, c'est une manière tout simplement de faire un discours rapporté. Quand on dit cette parole, c'est celle qui a été dite, donc c'est un discours rapporté. Vous parlez de quelque chose qui a été dite, vous la nommez. Hein, cette parole, ainsi nommée, cette parole dont on parle, on pourrait dire. Meso, meso, ça veut dire il l'a dit, il l'a exprimé. Donc ça veut dire qu'on sait qu'il y a une parole qui a été exprimée, forcément à qui? À Maitreya. Donc ça, on sait. Ça ne veut pas dire qu'à ce stade, on a compris le texte, non. Mais on sait, déjà, on repère des éléments. Vraiment, on repère des éléments. On sait, par exemple, que ensuite, donc le vénérable Shariputra, on sait qu'il est marqué par la particule ergatif. Donc le vénérable Shariputra fait quelque chose, on ne sait pas encore quoi. Bodhisattva, grand Bodhisattva Maitreya, à lui, et ben voilà, on sait que Shariputra, il fait quelque chose à Maitreya. Que fait-il à Maitreya? Eh bien, cette parole-là, il la lui dit. Et puis voilà. On sait, en fait, c'est très simple. On sait que Shariputra, à Maitreya, cette parole, il la lui dit. Il l'a dit. Il l'exprime. Voilà. Ça, c'est le fait de faire de l'analyse. Donc voilà. Et puis évidemment, la grande difficulté pour nous francophones, c'est que on construit pas les choses de la même manière, on pense pas de la même manière. Donc au début, on se dit waouh, c'est quoi? Mais en fait, petit à petit, vous allez vous rendre compte que le tibétain est incroyablement logique, mais vraiment très très logique. Donc, ben, c'est facile d'une certaine manière. Quand vous avez appris ces points de repère, ben, vous pouvez commencer à vous déplacer dans le texte. Simplement, il faut être hyper rigoureux. C'est-à-dire que quand vous avez Shariputra qui fait une action, ben, il fait une action. Donc, il fait une action, même si après vous ne comprenez pas, ben voilà, après vous avez un là. Donc, ça veut dire qu'a priori,
depuis ici, c'est-à-dire depuis la suite là, jusqu'à là, eh bien ça, tout ça, c'est le bénéficiaire. Eh oui. Donc voilà, c'est tout. Donc votre bénéficiaire, ou lieu d'incidence, ça peut être une syllabe, ça peut être 15 syllabes. Puis là, ben, c'est clair, il y a une particule là, ça veut dire que tout ça, c'est l'acteur, poum poum, et puis après, bah, il y a l'objet de l'action, et puis là, il y a une particule pour nous dire, ben oui, c'est bien à cet objet de l'action, ou bien à ce bénéficiaire qui est dirigé l'action. Et l'action, elle arrive à la fin. Voilà, c'est tout simple. Donc je continue avec ma petite analyse. Hop, je remonte comme ça vous voyez bien. Voilà, ouais, je vais être sûr que même. Voilà. Et puis, alors, Champa, hein, on a Champa, Maitreya. Tengdir. Alors là, bah là, forcément, là c'est une finasserie, évidemment. Tengdir, attention, c'est une particule, le ra. Ça, c'est la particule là, hein, le laten, datif locatif, morphologiquement variable. Eh oui, ces trois particules importantes, les trois sont morphologiquement variables. Donc le la devient ra. Parce que c'est comme ça, parce que c'est comme ça, disons, il y a une règle. C'est parce que, encore ici, ao, dag, tag et gu, di, c'est une syllabe tame, c'est-à-dire elle n'a pas de bord. C'est-à-dire elle s'arrête à di. Donc si elle s'arrête à di, vous pouvez dire di là, c'est très juste, mais vous pouvez aussi très simplement dire dir, parce que voilà, il n'y a pas de bord, tout simplement. Donc champa, tengdir. Ensuite, chomdende ki, hop, forcément, vous arrêtez là, hein. C'est logique, parce que hop, vous avez un ergatif instrumental. Donc de nouveau, vous avez vos bornes, vous voyez où ça commence, où ça finit. Donc ça va. Donc du coup, vous savez que, bon, bah, Chomdende, alors Chomdende, c'est un autre mot à connaître par cœur, c'est le Bouddha Bhagavan, bah, ça vous allez finir par le savoir. Donc le Bouddha Bhagavan qui fait quelque chose. Donc on a maîtrisé. Alors ça ne veut pas dire que vous avez déjà tout mis les éléments ensemble, mais vous repérez à peu près leur fonction, leur rôle dans la phrase, ou le rôle dans le texte, et vous savez qu'il y a le Bodhisattva qu'on appelle Maitreya, Tengdir, donc ces temps-ci, donc le Bouddha, hein, Bouddha acteur, on ne sait pas encore ce qu'il fait, mais bon, on verra. Et puis ensuite, ben, vous continuez. C'est-à-dire que vous avez Salu Champa, voilà, vous avez un nominalisateur, donc il y a de fortes chances que ça s'arrête là, effectivement. Là, vous avez un génitif, donc le génitif, encore une fois, hein, c'est X plus X, toujours, 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 toujours. Donc ça veut dire que le génitif, ça veut dire forcément qu'il y a à la fois quelque chose avant et quelque chose après. Donc ça, il y a avant, ça, il y a après. Donc salut Jangpa, ça veut dire pouce de riz. Donc Jangpa, une sorte de pouce de riz, et puis ça, c'est comme le riz basmati à l'époque. Donc une pouce de riz, voilà. Bref, salut Jangpa, pouce de riz. Vous avez la particule, là, ça veut dire que, bah voilà, salut Jangpa, ça veut dire vers la pousse de riz. Alors, vous comprenez peut-être pas encore pourquoi on parle de vers la pousse de riz, c'est peut-être vers la rizière aussi, après on peut interpréter. Mais attention, d'abord on reste dans la vérité du texte, on sait que il y a vers la pousse de riz. Maintenant, on ne sait pas encore ce qui se passe vers la pousse de riz. Mais ce qu'on peut savoir, c'est qu'il y a un acteur qui forcément va faire une action, on ne la connaît pas encore, et puis son action, elle ne peut pas exister dans l'espace sans bénéficiaire. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui reçoive le résultat de cette action. Donc, eh ben, on sait déjà que c'est dirigé vers la pousse de riz. Voilà. Parce que la pousse de riz, c'est le lieu d'incidence. Ça veut dire le lieu où se produit l'action, où est destinée l'action. Voilà. Puis ensuite, ben, on continue de faire nos petits partages. Signé, né. Alors, je vous ai dit avant, ça indique la provenance. Donc, c'est par exemple, provenance dans le sens quelque chose se passe, donc il y a une suite. Donc, sig, c'est le verbe regarder, voir. Donc, ça veut dire ayant vu. Pourquoi? Parce que voir, ça produit quelque chose. C'est l'origine, la cause de quelque chose. Donc, on commence, parce que voir, c'est une action. Donc, on commence à pouvoir penser que c'est le Bouddha Bhagawan qui, vers une pousse de riz, vers, je dis vers parce que diriger
en direction de la pousse de riz. Signé, regarde. Donc, le Bouddha Bhagavan, vers une pousse de riz, en direction d'une pousse de riz, regarde. Simplement, on dit né. Donc, ayant regardé. Parce que regarde, né indique la provenance, ça veut dire que c'est ce qui va découler de cette action. L'action de regarder une pousse de riz. Ok. Et donc, on continue. Gelong nam la, bah, logique, ça veut dire que vers les gelong, nam c'est le pluriel, donc ça vous allez le savoir, mais franchement, on retrouve tout le temps le nam, hein. Ça veut dire gelong, bon gelong c'est un mot nouveau très classique, ça veut dire les bhikkhus, donc gelong nam la, et puis ensuite vous avez di sung so. Sanaroso, il n'y a pas grand-chose à dire, c'est une particule finale. Dès que vous avez une particule finale avec une barre derrière, vous êtes sûr que c'est une particule finale. Donc ça, c'est la fin du paragraphe. Ou d'une phrase, mais pas forcément d'une phrase. Paragraphe, c'est sûr. D'une partie, c'est sûr. Donc, di sung so. Sung, ça veut dire dire. Di, c'est cela. Do, c'est le sutra. Donc, ce sutra, il le dit. Voilà. C'est très simple. Vous avez compris le texte. Vous avez compris que, donc, le Bouddha Shakyamuni, Bouddha Bhagavan, vers une pousse de riz, en direction d'une pousse de riz, l'ayant regardé, à tous les bhikkhus, parce que, hein, on a le là, c'est en direction des bhikkhus, ce sutra, il le dit. Et voilà, et vous avez tout compris. Et puis ensuite, on continue, c'est-à-dire, on a donc Gelong Ta Su, bah, c'est en fait Gelong Ta. Gelong Ta, ça veut dire. Alors là, il parle, là. Hein, il parle. Donc là, on est dans le discours rapporté. Donc là, on met en scène le Bouddha qui parle. Et on dit, le Bouddha commence en disant, vous les moines. Parce que ta, c'est un pluriel. Ici, tout simplement, c'est une marque du pluriel. Oui, ok, ça fait une deuxième marque du pluriel, d'accord. On va pas se prendre le chou. Pour l'instant, c'est juste marque du pluriel. Donc il s'adresse aux moines. Gelong ta, vous les moines. Su et su, alors ça, bon, su, ça veut dire qui. Ça, on l'a vu au tout début, ça veut dire la marque de l'action, on est bien d'accord. Donc ça veut dire celui qui fait une action, qui que ce soit qui fera une action. Su plus ça, c'est la marque de l'action, marque de l'acteur. Donc ça veut dire que su, le qui dont on parle, est acteur. Donc il leur dit, moine, hein, qui que ce soit, qui fait quoi, on ne sait pas encore, on verra. Tengching del war, chungwa, Tengching del war, Tengching del war. Alors ça, bon, on va faire court, simplement pour dire que c'est la coproduction conditionnée. La fois prochaine, on reprendra en détail cette histoire. Parce que là, on va juste prendre le mot pour le mot, parce que c'est juste comme si le Bouddha disait, quoi, c'est pas comme si, le Bouddha, il dit, Bouddha, qui que ce soit qui, en direction de la production conditionnée, attention, on a notre ra. Ra, c'est la même chose que la. Morphologiquement variable. Oui, c'est ça. Ça prend une autre forme, c'est vrai que c'est compliqué, mais c'est comme ça. On va s'y faire. La, ra, la et ra, même chose. Simplement, quand une syllabe comme ici, avant, il y a un point, hein, vous voyez ici, il y a un point, donc c'est pas une syllabe, ça c'est pas une syllabe tame, c'est pas une syllabe qui n'a pas de bord, elle en a, parce qu'on a une lettre de base plus un suffixe et un deuxième suffixe. Dans ce cas-là, on utilise la. Si on a une syllabe sans bord, comme le pas, alors dans ce cas-là, on utilisera. Vous allez vous y faire. C'est franchement pas la plus grande difficulté. C'est juste, voilà, c'est comme ça. Donc, ra, pour dire que c'est donc, ça marque en direction de la coproduction conditionnée. Donc, chungwa, hein, on a chungwa, là on a un nominalisateur, donc on sait que c'est la fin de quelque chose. Ton, hop, après on a tonwa, hein, là d'ailleurs, hop, on pourrait très bien, voilà, hop, non, ici, voilà. Ça, c'est aussi donc un nominalisateur. Donc, tonwa, hein, tonwa, te. Pourquoi? Parce que chungwa, tonwa, te. Là, chungwa, alors chaque élément doit être prendre pour ce qu'il est. Chung, ça veut dire surgir, donc, hein, à l'égard de la production conditionnée, le surgissement, voire,
ça c'est voir. Voir le surgissement, on pourrait dire. Te, et te, c'est intéressant, te. Parce que te, ça veut dire cela, et puis de nouveau, te, c'est marqué par la particule ergative. Donc ça veut dire que c'est cela qui est acteur. C'est-à-dire cela qui est acteur, ça veut dire clairement que, eh bien, c'est voilà, le fait que on a vu ou on a regardé ce surgissement de la coproduction conditionnée. T, c'est une élision par rapport à ce qui s'est produit. On sait que ça produit un effet, parce que c'est acteur, et donc, quelle est l'action? Eh bien, on a la résolution che tongo. Ça, c'est particule finale, il n'y a pas grand-chose à dire, c'est juste la répétition de l'avant-dernière lettre, de la dernière lettre de la phrase. Che, le dharma, tongo, il a regardé, il a vu le dharma. Et voilà. Et ça, on a notre argument principal. On est en train de dire que, voilà, le Bouddha, il dit aux moines, celui qui a vu la coproduction conditionnée, eh bien, voit le sens du dharma. Et grâce à quoi? Grâce au fait que le Bouddha, on le voit ici, le Bouddha est en train de regarder une pousse de riz. Ayant regardé la pousse de riz, il dit aux moines ce sutra, 2 points, Gelong, qui que ce soit, en direction de la coproduction conditionnée, le surgissement, il le voit, cela même l'amène à voir le Dharma. Et voilà. Et on a fait notre petit tour. Bon, bah voilà, écoutez, c'est fait. Donc, j'ai oublié, je crois, de faire le refuge au début. Je fais une dédicace. Sonam diye tamche sekpani, tomne nyepe danam pamchene kegana chimbalab tupai, sipe tsole doa dolwara isho. Voilà, bah vous voyez, ça m'a donné l'occasion de replonger dans ce magnifique sutra, c'est vraiment super. Et donc, bah, comme ça, vous aurez quand même vos triplets. Voilà, même s'il y en a un qui a disparu. Alors maintenant, je vais appuyer sur arrêter l'enregistrement. J'espère que ça ne va pas faire pouf et tout disparaît. Si c'est le cas, je ne refais pas. Voilà. Allez, bye bye, à bientôt pour la suite des aventures. Et puis, bonnes études, bon replay.